Voilà, donc je voudrais d'abord remercier, te remercier vraiment pour tout ce que tu as pu dire de très gentil. Et dire aussi que tu as joué un rôle majeur pour la mise en place d'Acclimatera, mise en place de tout ce qu'on a pu faire en région Aquitaine. C'était un plaisir pour moi de revenir. J'ai fait mes études ici à Bordeaux jusqu'à rentrer à Normal Sup. Je suis resté très attaché à cette région. Et donc, quand on a été sollicité pour faire un travail sur la région Aquitaine, dont je parlerai à la fin plutôt de mon exposé, il fallait trouver des gens. Et il y a quand même eu un ensemble de collectif qui était très intéressant, j'ai trouvé. Vraiment, c'était un des moments les plus agréables de ce que j'ai pu faire au niveau scientifique, je trouve, tout ce qu'on a pu faire ici en Aquitaine. Voilà, donc je voulais dire cela. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est effectivement, d'abord, c'était peut-être aussi bien de m'asseoir, donc je vais peut-être laisser la vision de l'image de manière un petit peu plus large. Et ce que je vais faire, c'est quand même vous montrer... alors, ça c'est ouvert. Ce que sera la manière d'organiser cet exercice là ce soir. Alors j'ai mis le climat de nouveaux enjeux parce qu'effectivement s'il y a une chose qui m'a frappé dans tout ce qu'on a pu faire, c'est la manière dont ça s'est développé, la force avec laquelle ces problèmes de climat se sont développés. Alors ce que j'ai mis ici, c'est, on a parlé de Sorbonne Université et de l'école polytechnique, c'est les gens qui effectivement m'ont soutenu, m'ont payé le plus. Donc, à côté, Acclimatera, c'est au contraire un travail bénévole qu'on a fait, donc c'est quelque chose d'assez différent. Mais la transition qui va de l'un à l'autre va être le fil rouge un peu du climat que je voudrais décrire aujourd'hui. Parce que j'ai fait un travail au départ qui était un travail de scientifique des sciences dures. Petit à petit, je me suis rendu compte que le problème climatique est un problème beaucoup plus large. Et c'est ce que j'essaierai de montrer aujourd'hui. Donc je vais m'asseoir, ça sera peut-être plus facile pour moi de lire en même temps l'écran. Voilà. Et je vais essayer de parcourir un certain nombre de choses qui me paraissent importantes pour comprendre un peu les enjeux, sachant que tout le monde maintenant a une idée sur le problème climatique, mais ça en reste néanmoins quelque chose qui est toujours un petit peu difficile à déchiffrer complètement. Voilà, alors la première des choses que je voulais montrer, c'est d'abord ce que ça veut dire le mot climat. Et parce qu'il y a souvent un petit peu une difficulté à analyser ce que cela représente. Alors vous avez ici une carte qui est une carte simplifiée qui revient de rapports du GIEC et qui donne les différentes sphères du système climatique. Alors ces sphères du système climatique, c'est des choses qui sont anciennes, je vais oublier pour pas quand même trop prendre de temps sur des choses qui sont un petit peu anciennes maintenant, mais les Grecs avaient déjà une idée de ce qu'était le système climatique de manière assez forte. Et vous voyez que tous les noms, enfin beaucoup de noms qui sont sur ce diagramme sont des noms grecs. Et par contre, ils avaient une vision qui était un petit peu simple de ce qu'est le climat. Alors le climat, pour les Grecs, c'était la manière dont c'était une représentation d'un système qui était différencié en fonction de la latitude essentiellement. Donc on avait un climat très chaud dans la région équatoriale qui était jugé non habitable. Et puis plus au nord, on avait effectivement la zone où tout le monde vivait. Puis encore plus au nord, on avait la zone où il faisait à nouveau très froid et c'était pas vivable. Et puis dans l'hémisphère sud, les Grecs ne savaient pas trop ce qui pouvait se passer, mais ils avaient une idée toujours assez claire, c'est-à-dire que les symétries, ils aimaient les symétries, ils aimaient toute la manière de concevoir le système climatique. Voilà, donc le système climatique existait déjà, mais c'est sa complexité qui n'existait pas. Quand on regarde ce qu'est le système climatique aujourd'hui, on a à la fois des problématiques qui sont celles de deux fluides qui sont des fluides complexes, l'atmosphère, l'océan,
qui échangent entre eux de l'énergie, du vent, qui échangent énormément de choses. Et puis à côté de ça, des éléments qui ont mis du temps à trouver leur place. Vous avez quelques noms en bas que je ne vais pas citer en détail, mais qui sont d'une importance colossale, et en particulier tout ce qui est lié au vivant. Le problème du vivant est un problème majeur. Donc, au bout du compte, quand on parle du système, alors j'essaie de le placer pour pas avoir le torticolis trop vite. Donc, quand on voit un petit peu cette image-là, on peut avoir une définition que moi j'utilise toujours dans mes cours. Qu'est-ce que c'est le climat? Le climat, c'est la manière de... alors, dit sous forme un petit peu mathématique, mais c'est comment définir à partir d'un système climatique. C'est la manière dont se manifeste le système climatique, c'est ça qui fait le climat. Alors, le système climatique, il est complexe, vous voyez qu'il y a beaucoup d'enjeux, mais c'est un système qu'on doit regarder dans son ensemble. Et j'insisterai là-dessus par la suite. Alors, le système réel, par rapport à l'image que s'en faisaient les Grecs, est beaucoup plus complexe. Alors, on a un élément majeur qui est une source de modification et d'évolution de ce système climatique, qui est le chauffage. Alors, vous avez à gauche, c'est des images simplifiées un petit peu de ce qu'est ce chauffage. C'est le soleil qui chauffe la planète. Il y a une partie qui réfléchit vers l'espace, ces photons qui retournent vers l'espace. Et donc le système se réchauffe et il faut donc qu'il y ait quelque chose qui le refroidisse. Alors ce qui le refroidisse, c'est la partie qu'on voit à droite. C'est plutôt la partie qui est liée cette fois à ce qu'on appelle aujourd'hui l'infrarouge. C'est des problématiques, enfin c'est des manières de voir le changement dans un ensemble qui est un petit peu différent, c'est-à-dire ce n'est pas les mêmes longueurs d'onde, si vous voulez, qui sont à gauche, celle du Soleil et puis celle du système qui refroidit en fait. Donc ça a été cette obligation d'avoir, là où on a un réchauffement, une forme de refroidissement, c'est quelque chose qui a été mis en place par un scientifique français qui s'appelle Fourier, qui a vraiment été l'initiateur de cela dans les années début des années 70. Donc quelque chose qui a une longue histoire. Et cette longue histoire, on voit qu'elle est porteuse de choses qui sont vraiment complexes quand on les regarde dans le détail. L'élément majeur de cette complexité, ce sont les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, ce sont des gaz qui vont participer à ce refroidissement de la planète, mais avec un effet un peu contraire qui se produit toujours, c'est-à-dire que cette participation au refroidissement de la planète, il est imparfait si on veut vraiment refroidir la planète. On ne veut pas nécessairement refroidir toujours la planète. Et donc ces gaz à effet de serre sont des gaz qui réchauffent, qui laissent passer, qui empêchent le refroidissement d'être quelque chose de très fort et de très complet. Voilà, donc on est face à un système, j'insiste un peu là-dessus parce que c'est un système dont on considère rarement la complexité à sa valeur. Tout ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, qui va se produire, qui se produit déjà, mais qui va continuer à se produire en termes de fonctionnement de ce système-là, mérite d'être analysé, d'être compris et joue un rôle majeur dans la suite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on ne peut pas sortir de leur contexte sans jouer un rôle difficile. On est face à un système qui est un système qui va réagir, qui continue à réagir, et donc je vais essayer de le montrer de plusieurs manières. Alors peut-être pour fixer un peu les choses, alors, il y a beaucoup de gens qui connaissent ça, mais c'est peut-être intéressant quand même de montrer ce qu'on cherche à faire quand on regarde le système climatique. Vous avez ici une image qui est une image qui vient des grands glaciers de l'Antarctique et qui nous donne une vision de ce qu'ont été les changements climatiques sur des périodes assez longues. Alors, on a tout à fait à gauche
l'Holocène. L'Holocène, c'est alors, ça va de gauche à droite parce que les gens qui font qui regardent les climats du passé, alors, moins maintenant, mais autrefois toujours, regardaient ça en allant vers ce qui est le sous-sol. Donc, et donc on a l'Holocène, donc en allant du présent jusqu'à ce qui est ancien. Donc là, l'Holocène nous montre une forme de stabilité très grande, hein, qui a, sur plusieurs dizaines de milliers d'années, on a effectivement une stabilité très très forte du système climatique. C'est celle qu'on cherche à protéger aujourd'hui et qu'on a du mal à protéger. Il faut voir que l'humain a été présent aussi dans les derniers maximums glaciaires, il y a 20 000 ans par rapport à aujourd'hui. Et de ces 20 000 ans, ça c'était la fin du maximum glaciaire, mais si on regarde un petit peu après, il y a 120 000 ans, on avait des périodes glaciaires qui étaient déjà des périodes avec une présence humaine. Donc ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place, et parce que on a besoin, c'est de garantir une stabilité qui est une stabilité qui n'a pas duré de manière extrêmement longue tout au long de notre histoire. Stabilité de l'Holocène. Alors, pour essayer de montrer que justement on est face à un problème qui est un problème qui est nouveau, qui est rapide, qui pose des questions qui ne sont pas tout à fait celles qu'on croit importantes, j'ai essayé de mettre ce titre, Développement inexorable d'un problème mal compris. Parce qu'effectivement, on est aujourd'hui face à une situation qui dépend beaucoup de la présence humaine. Tout à l'heure, on parlait de Meadows et de tout ce qui a du rapport Meadows et de tout ce qui a pu se produire autrefois. Effectivement, on a eu une phase où la compréhension de ce problème-là était construite pour essayer de nourrir la planète. Ce qui se passe, c'est qu'on la nourrit, mais on a aussi augmenté très fortement la part d'humanité sur cette planète. Et donc là, il y a quelque chose qui s'est mis en place et qui pose aujourd'hui un problème extrêmement fort. Alors, moi, je vais le montrer à partir de résultats observés. Avant cela, quand même, j'ai voulu montrer que le travail qui n'était pas nécessairement seulement mon travail, le travail dont on a parlé tout à l'heure, c'est un travail qui a été important parce qu'il a permis très tôt d'avoir un outil pour comprendre le système climatique. Et dans cette compréhension du système climatique, il y a un élément qu'on oublie souvent aussi, c'est le fait que la planète tourne sur elle-même et que c'est quelque chose de complexe et que c'est quelque chose qu'on doit comprendre dans sa finalité. Alors, un modèle climatique, et je me limiterai à ça, c'est un travail qui est destiné à avoir une représentation par les équations d'un système qui ressemble au système Terre. En gros, pour dire les choses, c'est un travail qui pour ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, c'est un travail d'une trentaine d'années à chaque fois, avec une centaine de personnes qui travaillent. Et ce travail-là est très loin de donner l'ensemble des problématiques que l'on voudrait, mais au moins il définit des choses un petit peu précises qui sont un des éléments de fonctionnement de systèmes complexes. Alors, ce travail donc est important. Alors, je vais y revenir un petit peu par la suite. Ce que je vais faire maintenant, c'est plutôt, à partir de cela, on a un autre élément très fort, c'est la capacité à mesurer les choses dans l'atmosphère. Et donc, pour ne pas être trop long, j'ai mis ça sur quelques dates. Et la problématique du changement climatique lié aux gaz à effet de serre est une problématique plus récente que ce que l'on pense généralement. On entend très souvent dire, voilà, le climat, ça fait un siècle, un peu plus, qu'on sait déjà que non. Enfin, il y a peut-être des gens qui savaient, mais les scientifiques ne savaient pas jusqu'à une certaine époque. Parce que les premiers soupçons, c'est les années 55. Il y a eu des travaux qui ont été faits par des gens de l'Université de Californie qui ont montré que on mettait du CO2 dans l'atmosphère, il allait rester dans l'atmosphère, l'océan n'était pas capable de le reprendre. Et ça n'a pas empêché que... Alors il en a créé un observatoire, l'observatoire du Mauna Loa, qui a permis de donner un cadre précis, qui a permis de montrer que c'était difficile de voir, d'analyser le CO2 qui était dans l'atmosphère. C'était encore très, très embryonnaire.
Et ça a permis quand même d'avoir cet outil qui existe toujours, l'observatoire du Mauna Loa, qui est dans les îles Hawaï. On a, dans le même temps, c'est ce que déjà dit, le sommet de la Terre, le premier sommet de la Terre de Stockholm, c'était sur comment est-ce qu'on s'alimente. Mais ce qui est venu après est venu très vite. Le rapport Charney, alors Charney, ça a été un des très grands noms de l'océan américain, qui a fait un rapport collectif en utilisant les modèles climatiques dont j'ai parlé pour essayer de savoir comment le climat pouvait changer. Et ce rapport est un rapport étonnant parce que quand on regarde aujourd'hui ce qu'il disait, ce qui s'est passé, la capacité à anticiper ce qui allait se passer a été extraordinairement fiable. Alors très vite, très vite, il y a eu une phase de plusieurs objets auxquels j'ai commencé à m'intéresser à ce moment-là, à ces problèmes-là, mais dans un cadre qui est un cadre qui était dépassé très largement la personne. Donc c'est le problème. Il y a un programme mondial de recherche sur le climat qui a été fait par la personne qui était responsable de mon laboratoire à une époque et qui l'avait créé. Et puis ensuite le GIEC qui a été aussi un outil un peu particulier, sur lequel on reviendra peut-être dans les questions, parce que ça mérite peut-être cela, parce que c'est à la fois quelque chose qui permet de regarder comment le système change, mais aussi de valider ça comme quelque chose qui engage largement les différents pays, par exemple. Donc il y a cette notion d'engagement qui est très importante. Avec, en 92, le premier sommet de la Terre de Rio, et dans la foulée, un accord cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Donc c'est allé très vite. Ce que vous regardez entre 79 et 92, tout ça est allé très vite. Et la manière dont à cette époque-là, on n'avait pas encore de vision physique du système climatique. C'était les équations qui permettaient de comprendre, mais c'est allé très vite. Dans les années 90, on a commencé à voir les premières manifestations du changement climatique. Et donc on a été en situation de voir qu'il y avait une augmentation rapide de ces problèmes-là. Alors, l'accord cadre des Nations Unies sur le changement climatique, ça a permis plusieurs choses. Ça a permis d'avoir une capacité à analyser ce qui se passait, et puis surtout le rôle en fait de mettre en place les COP. Les COP qui sont souvent critiqués, mais qui sont des outils majeurs si on veut vraiment, à un moment donné, mettre en place une communauté qui soit une communauté qui soit régionale, puisqu'on va en parler, mais aussi qui soit nationale et puis qui soit internationale. Mais ça s'est très vite heurté à des difficultés qui sont que c'est pas très facile de mettre ensemble des gens qui commencent là à ne plus parler de ces problèmes-là comme de problèmes, disons, que l'on peut regarder d'un peu loin. Non, ça touche tout le monde, ça touche les types d'activités qu'on veut mettre en place et les enjeux, surtout les enjeux ne sont pas faciles à partager. Voilà, donc je voulais mettre ces quelques dates parce qu'aujourd'hui on est toujours dans la continuation de ce réchauffement, qui est un réchauffement qui va très, très vite. Et je voudrais le marquer par quelques diagrammes. Alors j'en ai pris un qui est un peu compliqué, qui est en anglais, je ne vais pas y passer trop de temps, mais c'est un des diagrammes du rapport récent du GIEC. Alors un mot quand même sur le GIEC, pour aller un tout petit peu au-delà de ce que j'ai dit. Le GIEC, c'est une manière d'essayer de faire un consensus autour de ce qui est réellement observé, de ce que l'on comprend vraiment, et puis de ce qui est... Et à partir de ça, il y a aussi des choses qu'on comprend moins bien et qu'on va laisser pour des études ultérieures. Alors, vous avez deux cartes qui sont intéressantes. La première à gauche qui vous montre comment on a pu reconstruire le climat de l'Holocène dont je parlais tout à l'heure. Et ce que vous voyez ici, hop là, je ne vais pas faire ça. Là, ce que vous voyez ici, c'est cette stabilité extrêmement grande des températures sur une période assez longue, celle de l'Holocène. Et puis d'un coup, voilà, il y a ce déchirement un peu qui se fait sur 30 ans peut-être, avec une augmentation des températures qui est extraordinairement forte et qui continue. Alors, est-ce que c'est la présence humaine? Aujourd'hui, plus personne ne conteste le fait qu'il y a cette augmentation des températures aussi majeure. Alors là, vous avez une période un peu plus petite, qui est la période sur laquelle
qui est celle on appelle en général la période qui est juste après, période qui commence avec le siècle précédent, à peu près, un petit peu avant. Et ce que l'on voit ici, c'est deux diagrammes qui sont liés au modèle. Donc, c'est les diagrammes jaunes et bleus. Donc là, on a essayé de reconstruire avec les modèles, avec tout ce qu'on sait sur la manière dont fonctionne la planète grâce aux équations. Et on a ici ce qui se passe si on ne prend pas en compte les effets d'émission de gaz à effet de serre. Et là, un effet, au contraire, où on prend ça en compte. Et on voit que la réalité, c'est cette courbe qui est noire ici, c'est ce qu'on observe, ça. Donc en gros, ce que l'on observe correspond très bien à quelque chose qui apparaît dans les calculs que l'on fait et qui nous montre effectivement que très grande partie de ce qui a augmenté, c'est lié aux émissions de gaz à effet de serre. Alors, il y a beaucoup d'autres éléments qui nous montrent que le problème climatique est un problème qui est vivant, qui est un problème qui se déplace très, très vite. Et je voulais le montrer par quelques courbes qui sont souvent passées un petit peu, qui ne sont pas toujours bien comprises dans ce qu'elles veulent dire. Là, c'est quelque chose qui est relativement récent. Je dis relativement parce que j'ai coupé au moment où le Covid s'est manifesté. Donc, là, ce que vous voyez sur cette courbe, c'est la manière dont le CO2, et plus exactement, voilà, c'est marqué ici CO2, il y a d'autres gaz à effet de serre, mais c'est le CO2 ici, et qui va être marqué par cette courbe qui grandit. Alors cette courbe qui grandit, elle est souvent un peu mal comprise. Il y a des gens qui pensent que voilà, c'est un cumul. On met des gaz à effet de serre et puis ça se cumule doucement. Ça se cumule, on va le voir. Mais ce qu'on voit là, ce n'est pas un cumul. C'est le fait que dans les années 60, on émettait 1 milliard de tonnes de carbone par an. Et puis ici, on était en train d'émettre 40 milliards de tonnes de carbone par an aussi. Donc 4 fois plus. Donc tout ce qu'on a émis dans les années récentes joue un rôle majeur. Ça joue un rôle d'autant plus majeur qu'il y a un effet de cumul. Il y a un effet de cumul. Les émissions que l'on fait sont des émissions qui engagent le futur de manière extrêmement forte. Donc en gros, tout ce qui a été mis ici va rester. On a une manière de mesurer cela qui est le fait de parler d'une demi-vie, hein, donc de dire combien de temps, qu'est-ce qui reste comme carbone au bout d'un certain temps. Donc pour le CO2, on peut dire qu'au bout d'un siècle, la moitié du CO2 qui a été émis dans l'atmosphère reste présente. Alors ce n'est pas les mêmes molécules, mais c'est la présence de ce que ça représente est toujours là. Donc c'est quelque chose qui montre quelle est l'ampleur en fait de ce qui est engagé par tout cela et le fait que ça ne va pas revenir en arrière de manière facile. Donc aujourd'hui, on est toujours dans une phase d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre qui continue et puis qui s'est un petit peu abaissée pendant la période du Covid et puis qui remonte maintenant à ce qui est la normalité en fait de ce problème. Alors là, voilà, une autre carte, là j'ai montré des émissions de gaz à effet de serre, ça c'est des températures qui ont eu du mal un petit peu à être mises en place parce qu'il s'agit de global, c'était fait par des Américains. Il y a 3 groupes qui ont fait ça vient d'un groupe qui est à New York. Et ce que vous voyez, c'est effectivement l'augmentation moyenne des températures. Alors c'est très difficile de savoir ce qui se passe jusque dans les années 40 parce que quand on essaie de savoir ce qui se passait en 1880 dans l'Antarctique, il n'y a pas beaucoup de bateaux qui s'y risquaient. Donc quand on regarde cette courbe ici, on est dans les années 40, on parle d'un diagnostic sur la partie physique, enfin la partie qui se manifeste sur les continents, la partie continentale, et puis une partie qui est au contraire océanique et qui est celle qui porte le plus de enfin, qui est dominante par rapport à tout ce qui peut se produire. Donc en fait, ce que vous voyez ici, c'est quand même un petit peu difficile à interpréter. On sait qu'on a eu, dans le passé, pour des raisons qu'on connaît, ce qu'on appelle les petits âges de glace. Ces petits âges de glace expliquent en partie ce qui se passe ici, c'est un peu compliqué.
Et quand on commence à partir de ce moment-là, on est face à un problème qui est plus propre à analyser. Il y a deux phases. Il y a une phase où on émet des gaz à effet de serre qui empêchent le refroidissement. Et puis on a des émissions d'aérosols qui, au contraire, permettent un refroidissement de la planète. Ces aérosols ne restent pas très longtemps. Et à partir du moment où leur effet se stabilise, on voit augmenter les émissions de gaz à effet de serre et leurs conséquences. C'est très impressionnant parce que ce qu'on voit avec les courbes noires, c'est les fluctuations naturelles. Donc ce qu'on a vu se produire dans les années, en gros pour toute la période pré-industrielle, ce sont des choses qui sont dépassées en ordre de grandeur par ce qu'on a vécu depuis. Et on ne s'en rend pas bien compte parce que les émissions de gaz à effet de serre, c'est des choses qui se font de manière un petit peu souterraine. On ne voit pas bien les choses se dessiner, mais c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Ce problème-là est un problème absolument majeur. Alors il y a un autre élément qui est un élément fort, difficile quelquefois à comprendre, c'est le fait que les émissions de gaz à effet de serre sont des émissions qui sont très largement partagées. Là, vous avez la manière dont donc on émet des gaz dans l'atmosphère, ils sont mélangés presque immédiatement. Donc au-dessus de nos têtes, on a beaucoup de gaz qui sont des gaz russes, qui sont des gaz chinois, qui sont des gaz... Et puis on émet en tant que Français des gaz un peu partout sur la planète, mais ce qu'on met en France, c'est pas énorme parce que ça se dissout avec l'ensemble de la planète. En gros, on peut dire, mais il faut faire attention à la manière de le montrer, de le désigner, qu'en France, on émet à peu près 1% des émissions de gaz à effet de serre qui sont au-dessus de nos têtes. On en émet plus que ça, bien sûr. Ce qui est au-dessus de nos têtes, c'est quand même relativement peu. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire des efforts, et puis que ce qu'on émet qui n'est pas au-dessus de nos têtes, c'est important aussi. Mais la problématique des gaz est une problématique qui est clairement une problématique à très grande échelle. Et on reviendra un petit peu là-dessus parce que c'est quand même une des raisons ensuite de se préoccuper très fortement de tout ce qui est lié à l'échelle régionale, parce que ce que ça veut dire ce diagramme, c'est qu'en gros, on aura des difficultés si on n'arrive pas à émettre des gaz, à résoudre ce problème des émissions de gaz à effet de serre, on aura besoin de se protéger finalement à ce moment-là et de définir nos protections par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Et quand on parle d'adaptation, on parle aussi, peut-être même surtout, de cela. Voilà. Donc je vais arrêter sur ces diagrammes parce que je ne veux pas les rendre trop longs, mais je crois que c'est important d'avoir en tête quand même la manière dont les choses se mettent en place et le côté un peu irréversible. Un diagramme qui n'est pas tout nouveau, mais que j'aime, qui a quelques années maintenant, mais c'est la chaleur. Où est-ce qu'elle s'en va? Elle s'en va surtout dans les océans. Et quand vous regardez un petit peu la manière dont elle se met en place, ici, on a quelque chose de croissant très fortement. La chaleur se met dans les océans, ça joue un rôle majeur, on le voit dans beaucoup d'éléments. Dès qu'on regarde les corails dans différentes régions du monde, on a des situations qui sont très, très fortement liées à cela. Qu'est-ce qui va se passer vraiment dans le futur? C'est un petit peu difficile à anticiper. Comment est-ce que savoir que l'on n'a pas aujourd'hui? Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, mais on n'est pas en capacité de dire que l'on sait avec exactitude ce qui peut se passer. Voilà, je vais laisser ça. Et peut-être pour faire un essai, si ça ne marche pas, c'est de voir si je peux mettre en place. Mais je pense qu'il faut que je tapote peut-être là-dessus, ou pas. Ça ne me paraît pas bienvenu. Voilà, je ne vais pas insister trop fortement parce que c'est une animation. C'est une animation, et là on ne voit pas l'animation. Mais ce que je voulais montrer quand même, on va la voir en fixe, et je vais commenter, c'est le fait que ce qu'on voit ici, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Quand c'est rouge, on émet beaucoup de gaz à effet de serre. Là, on est en hiver, on émet beaucoup de gaz à effet de serre parce que en hiver, il n'y a pas beaucoup de végétation. Donc la végétation étant une manière de stocker du carbone, n'est pas présente à ce moment-là. Si on regarde ce qui se passe sur un cycle d'une année, on verra que effectivement la partie qui est rouge en haut va devenir beaucoup plus faible
et va laisser, alors les deux hémisphères ne sont pas équivalents puisqu'ils ont une géographie qui est très différente, mais on va avoir en fait un mélange qui est un mélange sur l'ensemble de la planète. J'ai parlé tout à l'heure du Mauna Loa et de la manière dont on avait pu mesurer les émissions de gaz à effet de serre. Il y a un autre endroit où on a fait des mesures depuis le début pratiquement, qui est justement l'Antarctique. Et les courbes d'émissions, enfin les courbes d'évolution du CO2 que l'on a quand on fait le travail en Antarctique ou quand on le fait dans la région de l'océan Pacifique, c'est la même à peu près. Donc c'est vraiment des choses qui sont bien mélangées et qui vont demander effectivement, si on veut si on veut les modifier, un travail qui sera un travail nécessairement un travail de grande échelle internationale. Alors derrière cela, il y a il y a beaucoup d'éléments que je vais passer peut-être un peu vite parce que je crois que maintenant on en a eu beaucoup d'exemples dans les journaux partout, mais quand on parle du fait que la glace fond vraiment c'est l'Arctique, l'Arctique avec une glace qui est très fine, qui fond très vite. On peut penser, là c'est la glace pérenne, celle qui est encore présente en fin d'été, et elle disparaît chaque année un peu plus vite, et on peut penser qu'il n'y en aura plus dans quelques temps. Il y a le relèvement du niveau de la mer, qui est aussi quelque chose qui est à se situer à l'échelle internationale, parce que c'est quelque chose, là vous avez l'image de ce relèvement, là, c'est une carte du relèvement du changement climatique, du niveau de la mer, c'est pas une carte du niveau de la mer en tant que tel, c'est son relèvement. Et ce que vous voyez là, c'est quelque chose qui est là aussi a une déclinaison au départ qui est une déclinaison grande échelle et puis qui se manifeste ensuite un peu partout sur la planète. Donc on est nécessairement tous affectés avec de manières différentes et de manière qui n'est pas liée nécessairement aux émissions que l'on fait par rapport à ces enjeux. Alors il y a beaucoup d'éléments qu'on peut voir. Le problème climatique, c'est un problème qui se pose justement parce qu'il touche énormément de situations. Et je ne vais pas redétailler ça, mais je vais en détailler, je vais en parler quand je vais parler finalement du problème plus local. Alors, il y a un dernier document que j'aimerais montrer, qui est un document un peu complexe, mais je vais le représenter de manière simplifiée. Il y a eu un rapport du GIEC, au moment où le GIEC a fait où il y a eu le grand rapport du GIEC fait par où la communauté française a joué un rôle majeur. La signature qui a été faite de cet accord de Paris s'est faite avec un certain nombre de conditions. Il y a une condition qui a été posée en particulier par les Indiens, d'une part parce qu'ils avaient une certaine tendance, et une tendance opposée qui est celle des gens qui auraient voulu, eux voulaient continuer ou utiliser leur charbon et leur pétrole. Il y a au contraire des gens qui ont peur de voir disparaître les îles sur lesquelles ils habitent. Et donc la question qui a été posée, c'était de savoir si on pouvait essayer de déterminer les conditions dans lesquelles on pourrait rester sous les 1,5 degrés de réchauffement de la planète. Alors c'est quelque chose qui continue à être agité aujourd'hui, c'est même ce que le gouvernement français prévoit de manière effective comme objectif qu'on peut se donner. Et là, c'est un travail qui s'est manifesté par 4 scénarios. Vous avez un premier scénario qui est le scénario où on y va, franchement. Donc, alors, il y a toujours, quand on fait ça, quelque chose c'est les climatologues physiciens dont j'ai été, dont je suis toujours, font ce qu'ils peuvent. Donc là, on sait bien que ça peut pas se faire d'un coup, quoi. Donc mais tout le fait social est concentré dans cette petite petit élément ici. Et après, il faut y aller très fort, très très fort. Si on veut vraiment rester sous les 1,5 degrés, c'est avoir en 30 ans à peu près, alors ça c'était 30 ans, mais c'était déjà quelques années, il faudrait avoir réussi à atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone. Neutralité carbone, ça veut dire plus de carbone. À un moment donné, les gens pensaient qu'il y avait quand même un matelas sur lequel on pouvait s'appuyer. Non, pendant un petit moment, mais à terme, non. Et donc, ça veut dire, si on regarde un peu ce qui se passe dans nos villes, dans moins de 30 ans maintenant, il y aura
plus de voitures à essence. Normalement, c'est ce que l'on signe, c'est ce que l'on se donne comme objectif. En fait, c'est quelque chose qui est difficilement tenable, pour dire les choses gentiment. Il y a un deuxième scénario qui commence ici, qui consiste à dire on va faire des puits de carbone en étant capable de mettre du carbone dans les sols profonds. Ça ne suffit pas, et en plus de ça, c'est quelque chose qui est très contesté par beaucoup de gens. Alors il y a tout ce qui est lié au domaine vraiment, donc ça c'est les scénarios, c'est celui-là, le scénario dont je parle, hein, qui est insuffisant. On voit quelque chose qui s'est mis ici, qui consiste à regarder déjà les aspects liés à la végétation, et c'est pareil, enfin c'est pas pareil du tout, la végétation et ces changements sont bien acceptés, très bien acceptés, c'est vu comme quelque chose d'important, mais les enjeux sont des enjeux, donc c'est ce qu'on voit ici sur ce diagramme-là, que je montre, et donc tout ça c'est des choses qui sont apportées par ce que vous faites ici dans ce laboratoire. C'est quelque chose qui est très bien accepté par les populations, par tout le monde, mais c'est insuffisant. Quand on regarde ce qu'il faudrait pour réussir à empêcher le réchauffement de la planète, ça suffit. Et il y a un dernier scénario qui dit on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Moi, ça m'a fait un effet très fort quand j'ai vu cette manière de conclure. Timidement, le GIEC, quand ils ont fait ces diagrammes, alors c'est en français, le GIEC écrit en anglais, mais ça s'était traduit par un groupe de Belges qui ont vraiment fait un travail très proche du document initial. Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe qu'on ne sait plus trop. Donc on est dans cette phase-là, et cette phase-là, elle va aussi avec le fait que le changement climatique continue d'augmenter. Donc c'est deux pièces d'un même élément. Voilà, alors il y a plusieurs manières de regarder ça. Là vous avez une manière de regarder la provision totale auquel on a droit, parce que il y a quelque chose qu'on peut mesurer comme étant effectivement cette provision à laquelle on a droit, on en a déjà mangé, si je puis dire, une grosse partie. En gros, tout ce qui est en bleu ici, c'est des choses on a déjà consommées en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et puis il nous reste ce qu'on a le droit de consommer si on veut rester sous les seuils dont j'ai parlé. Donc tout ça, c'est pour dire qu'on est face à un système mais c'est devenu clair, je crois, pour beaucoup de gens parmi nous, dans nos communautés, c'est de se dire on n'arrivera pas à tout faire, et si on n'arrive pas à tout faire, alors on doit protéger les territoires sur lesquels on vit. Je crois que c'est quelque chose qui a mis beaucoup de temps, beaucoup trop de temps sans doute à se mettre en œuvre, mais c'est quelque chose qui est absolument pris en compte aujourd'hui, toujours pas très financé, mais il y a quand même une prise de conscience à ce niveau-là. Alors, pour aller sur alors je vais laisser passer un certain nombre de choses. Donc ça nous a amené à cette dimension régionale. Cette dimension régionale, je vais en parler maintenant pour conclure cet exposé. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important aussi à mettre dans un contexte un peu large. La problématique régionale, elle va être très fortement quand même d'être capable d'associer deux choses. D'abord, les gaz à effet de serre, il faut qu'ils diminuent, il faut le plus possible, le plus vite possible, puis au minimum qu'ils se stabilisent. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut abandonner du tout. Il ne faut pas se laisser aller à penser que c'est des choses secondaires. Mais à côté de ça, on doit être en mesure de définir des actions de protection, parce que les faits sont là maintenant, ils se manifestent, ils sont là, ils vont croître toujours. Donc cette dimension-là, elle donne en fait, je dirais même pas qu'elle redonne, parce qu'il y a eu beaucoup d'idées sur le fait que c'était presque trahir que de penser qu'on n'arriverait pas à réguler le problème climatique. Pour le moment, on n'y arrive pas, et on voit que c'est au contraire quelque chose qui nous échappe. Donc il faut effectivement aujourd'hui essayer de faire un double bénéfice sur ces deux éléments. Alors ce que vous avez ici, c'est les deux documents, dont un a été montré tout à l'heure, qui ont marqué en fait une période assez longue dans laquelle, sous la demande de la région, très largement, donc d'Alain Rousset, mais aussi d'autres personnes, qui ont demandé d'abord de regarder ce que pourrait être le climat dans une période un petit peu plus longue. On parlait de 30 ans,
50 ans. Et on s'est rendu compte que c'est quand même très difficile de faire ça, surtout quand on veut regarder ça dans sa dimension pluridisciplinaire, tout ce qui se fait à l'échelle d'une région, qui est énorme. Et donc, on a changé un petit peu la nature de la commande. Enfin, elle s'est changée toute seule au fil du temps, pour essayer de voir justement quelle était la capacité à dessiner des éléments futurs par la suite. Alors, il y a un petit schéma là qui est dû à Denis Psal, que j'ai un tout petit peu arrangé, mais pour essayer de montrer que quand on regarde le monde local, et moi je ne vais pas faire trop des choses que vous connaissez très, très bien, mieux que moi, donc la problématique qu'on peut y mettre, c'est toujours une problématique qui est celle d'un système, de quelque chose de systémique. Le caractère systémique, alors souvent, ce matin il y avait une réunion à l'ONERC pour savoir comment il fallait gérer dans le futur les problématiques du climat. Est-ce qu'il y a une place pour l'aspect régional? Il y a toujours cette inquiétude sur le fait que peut-être ça doit être repris en compte ailleurs. Mais on est très vite, donc, dès qu'on regarde la problématique régionale, confronté à des aspects qui sont systémiques. Alors l'eau, c'est un démonstrateur très, très fort, le fait que il neige différemment, donc si on regarde ce qui arrive dans les étiages, c'est arrivé bien avant que ça n'était le cas avant, donc tout le fonctionnement des rivières est différent petit à petit, la biodiversité qui va avec aussi, alors c'est mieux placé que moi pour en parler. Et puis à côté de ça, il y a des étiages, à côté des étiages, il y a l'hydrologie. Alors l'hydrologie, c'est quelque chose qui va plutôt avec l'action humaine, l'hydrologie en altitude, il y a l'hydrologie des systèmes nucléaires, très débattue en ce moment. Donc, et puis, alors je vais juste revenir là, ici, si on regarde la Gironde, par exemple, il y a des zones qui sont directement menacées, il y a beaucoup de... Donc on est face à... Et puis on sait que la manière de renflouer toute la zone littorale, c'est aussi d'avoir quelque chose qui fonctionne bien en termes d'eau et de partage de l'eau et de partage de tout ce que l'eau amène. Voilà, donc on est sur un système qui est un système tout à fait systémique. Alors ça nous a tous intéressés assez fortement et ça a eu quelques conséquences sur la manière dont on a essayé de travailler. Alors je ne vais pas aller trop loin dans tout ça parce que je pense que c'est quand même assez bien connu pour beaucoup de choses. Mais alors, je vais dire quelques mots clés et je vais finir beaucoup sur des mots clés maintenant. Donc l'adaptation concerne des changements qui sont désormais inévitables et elle est nécessaire et elle doit être liée à l'atténuation. Donc ça c'est quelque chose qui me paraît vraiment important. Et ce qui va dessous, c'est quand même ce qu'on discutait entre nous pendant beaucoup d'années avec ce qui est Acclimatera et ce qui a été à l'avant Acclimatera. Donc ça ne peut pas se concevoir sans une réflexion qui soit sociale, qui prenne en compte les enjeux de biodiversité, etc. On ne peut pas rester juste sur les impératifs de ce que dit la science dure, celle que le GIEC a fait au départ et dont il essaie aussi qu'il essaie d'élargir aussi dans le cadre actuel. Voilà, alors j'ai pris là pour donner une idée de ce qu'avait été ce travail, les chapitres du second rapport Acclimatera. Donc il y a une partie qui est une partie de mise à jour, c'est effectivement de reprendre un peu les choses avec comme idée qui n'a jamais été amenée à terme complet bien sûr, mais de regarder les choses non pas en silo, en regardant des aspects de géographie, en regardant les choses mais en regardant vraiment par des enjeux. Et ce que l'on voit ici, c'est, à gauche, j'ai essayé de définir les problématiques par de l'agriculture, par de la montagne, par des forêts. Et voilà, donc... Et donc ça, c'était dans le premier rapport, c'était aussi dans le deuxième rapport ici, c'est ce que l'on voit. Et puis on a rajouté des thèmes qui sont fortement des thèmes de sciences humaines et sociales, ou qui ont une dimension extrêmement différente par rapport à ceux du premier rapport. Je crois que si ça m'a appris quelque chose, c'est quand même le fait qu'on est face à un problème qui
qui a sa dynamique propre en fait. Je ne sais pas comment le dire. C'est-à-dire on est face à un système qui est un système complexe, qui est un système évolutif, et on a assez peu d'outils pour l'étudier vraiment en fait aujourd'hui. Donc en tant que scientifique, c'est une des choses qu'on peut voir, c'est le fait qu'on n'a pas tous les outils qu'il nous faudrait. On a des modèles climatiques qui permettent de comprendre ce qui se passe à des échelles de quelques kilomètres au mieux. Mais ce qui se passe sur une zone où les gens habitent, où il y a des éléments qui sont actifs, tout ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus difficiles à mettre en jeu. Voilà, alors il y a quand même eu un certain nombre de résultats, je pense, qui ont été utiles dans tout ce qu'on a fait. C'est pas seulement des questions qu'on se pose et qu'on laisse ouvertes, je crois qu'il y a eu beaucoup de choses. J'en ai choisi quelques-unes, j'ai pas voulu reprendre la forêt parce que je me sens pas tout à fait légitime pour ça, mais ça fait partie des grands sujets. Et aussi l'agriculture et aussi tout ce... Bon, là c'est des thèmes sur l'unicité de la ressource en eau, par exemple. Je pense que c'est des choses qui ont été amenées par 3 personnes qui sont là de manière importante. Il y a eu beaucoup d'exemples de ce type. On est allé sur les enjeux croissants dans les villes aussi. Il y a eu beaucoup de choses qui ont permis de... Et de manière générale, il y a eu un lien avec la population qui, je trouve, a été assez fort. Moi, j'étais pas aux premières loges, bien sûr, de tout ce qui s'est fait. Et puis, rester parisien. J'ai demandé la permission, d'ailleurs, de savoir si je pouvais traiter un peu la région Aquitaine, la mienne au départ, quand même. Et puis toujours un peu comme un ethnologue, dans le travail que je faisais. Et on m'a dit oui. Donc, voilà. Donc là, il y a encore la santé. Bon, je ne vais pas les passer tous. Il y a les gros livres qu'on vous a montrés. Donc je vais pas... Mais il y a des choses qu'on a rajoutées, il y a aussi les zones humides, en fait, c'est beaucoup de choses qui sont importantes et qui, je pense, pourraient bénéficier d'un travail un peu approfondi, parce que les choses évoluent très vite. Et la manière dont on ne peut pas parler du climat aujourd'hui comme on le faisait il y a 10 ou 20 ans. Les choses ont évolué très vite. Et donc je crois que c'est important d'avoir à côté de ça une veille scientifique qui soit assez forte pour bien définir tout ce qui peut se produire dans un futur quand même assez proche. Voilà, on a eu beaucoup de difficultés avec le mix énergétique régional. Donc il y a beaucoup de choses là-dessus sur lesquelles on pourrait commenter. Je pense que je vais m'arrêter maintenant sur quelques phrases qui me paraissent un petit peu clés sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on voudrait faire. Alors, ce qu'on voudrait faire, je viens de le dire, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires. Alors, vous avez ici des choses qui me paraissent importantes. D'abord, quand on fait du climat, on regarde un problème qui est un problème de valeur. Il n'est pas question de penser qu'on a les réponses à tout. Il y a des réponses qui viennent des droits de l'homme, qui viennent de tas de choses qu'on n'a pas besoin qui ne nous appartiennent pas en tant que scientifiques. Alors, il y a une autre chose intéressante qui est souvent oubliée, c'est le fait qu'on a quand même maintenant un réchauffement qui a été actif pendant beaucoup d'années. Et les modèles dont j'ai parlé, finalement, et rétrospectivement, ont été capables d'anticiper ce qui s'est passé. Je montrais tout à l'heure une carte qui le montrait. Ça veut dire qu'en gros, on est capable aujourd'hui, inversement, de se dire que les choses qui vont se passer dans les 20 prochaines années, en principe, on les connaît largement. On ne sait pas exactement où ça va se passer, comment ça va se passer, mais toutes les zones de risque des 20 prochaines années, on est capable de les analyser en partie avec tout ce qui s'est passé dans les 20 dernières années. Et ce n'est pas toujours une démarche qui est fortement mise en avant. L'autre élément, c'est le caractère anticipatif. Donc il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits par Climatera pour aller dans les villes, pour aller un peu partout. Je suis allé dans certaines villes. Mais c'est un travail qui montrait à quel point finalement il y a un besoin d'écoute. Et la définition de ce qui se fait au niveau climatique ne peut pas être quelque chose qui reste uniquement dans les hauts étages des négociations. Je crois qu'il y a quelque chose qui dépend nécessairement de ce qui se passe localement. Puis et je m'arrêterai là, la dernière chose que je dis toujours à ce niveau-là, parce que c'est personnel, c'est qu'on n'est pas là pour se mettre en situation de repli identitaire, encore moins. Donc l'idée, c'est quand même de faire des choses qui puissent avoir une valeur qui vont au-delà de ce qu'on sait faire
enfin, au moins dans le sens de ce qu'on fait en Aquitaine largement, mais qui vont aussi éventuellement au-delà de tout ce qu'on peut imaginer faire dans ce cadre. Voilà, je vais m'arrêter là. Je m'excuse, je n'ai pas mesuré le temps exactement, je ne sais pas.